Bonjour. Ce diaporama a pour objectif de présenter l'outil BioClimSol, son fonctionnement, les données qui ont servi à construire le diagnostic et puis des exemples de sortie de l'application. Le changement climatique, c'est maintenant. Pour l'exprimer, nous présentons ce graphique tiré des travaux de Météo France. En ordonnée, vous remarquez la probabilité d'observer une année qui soit plus chaude que 2003. 2003 étant une référence car c'est considéré dans la quasi-totalité du territoire français comme l'année la plus chaude. En abscisse, vous avez par des décennies climatiques, donc 1980-89, 1990-99, 2000-2009 et ainsi de suite. On remarque qu'en 2010-2019, la probabilité d'observer une année plus chaude que de 2003 est inférieure à 10%. On peut remarquer que c'est le cas, puisque 2018-2019 ont été deux années très chaudes et très proches de l'année 2003 en termes de chaleur. Si on regarde ce graphique, on constate qu'en 2040-2049, environ 40% des années seront plus chaudes que 2003, et en 2090-2099, toutes les années seront plus chaudes que 2003. Ça veut dire qu'environ entre 2040 et 2070, la médiane sera 2003 dans le climat que nous connaîtrons. Les scénarios climatiques qui sont utilisés pour construire ce graphique est un RCP7. C'est les données climatiques dans lesquelles on se situe en termes de réchauffement climatique actuellement. Ce qui est important de constater, c'est qu'on sait aujourd'hui l'impact que 2003 a eu sur la vitalité, sur la vigueur et sur des arbres et donc sur le risque de dépérissement. On comprend à la lecture de ce graphique que le secteur forestier sera très probablement très impacté par le changement climatique et connaîtra de sérieux problèmes en termes de risque de dépérissement. Le risque devient le problème majeur en termes de gestion forestière. C'est en ce sens que BioClimSol essaye de prévenir et de mieux comprendre le risque de dépérissement en lien avec le changement du climat et les données climatiques. Quelles sont les données qui alimentent le moteur? Les premières données climatiques sont les modèles climatiques trentenaires dans un modèle qui a été construit par les CNPF qui s'appelle NORCLIS. Il est à l'échelle du 50 mètres ou du 75 mètres. Il s'agit de données Météo France sur lesquelles on a fait une descente d'échelle pour coller au MNT, c'est-à-dire coller à l'exposition, à l'altitude, à la pente. Ceci surtout dans les secteurs un peu montagneux pour tenir compte des effets de versant. Ainsi, à gauche, vous avez par exemple la température moyenne annuelle de 1981 à 2010. Je rappelle bien qu'il s'agit de la normale climatique, c'est la moyenne spatialisée des données trentenaires. Au centre, vous avez un agrandissement sur le secteur de Clermont-Issoire qui permet de voir l'effet de prise en compte du relief. Nous insistons sur le fait que les données BioClimSol ne fonctionnent qu'avec les données NORCLIS. Nous invitons les utilisateurs à éviter, voire à proscrire des données climatiques tirées de modèles mondiaux, type WorldClim ou Climate.eu. Ce sont des modèles qui sont inadaptés à une échelle fine au niveau du territoire français. Par exemple, avec ces données climatiques, il est illusoire de vouloir travailler à l'échelle d'un département ou bien sûr d'une parcelle. Enfin, ensuite, sont injectés dans les modèles BioClimSol les données liées au modèle numérique de terrain. Grâce aux données de l'IGN, nous avons pu travailler dans BioClimSol sur les modèles numériques à la résolution du 25 mètres. De CMNT, modèle numérique de terrain, nous avons pu tirer un ensemble d'indices comme l'exposition, la pente, la position topographique, des notions de TWI, Topographic Wetness Index, qui sont une image du bassin versant, et ainsi de suite. Dans l'application BioClimSol, nous utilisons le MNT 75 mètres uniquement parce que les données aux 75 mètres sont gratuites. À l'échelle du 25 mètres, elles peuvent être fournies par l'IGN, mais elles sont payantes pour des organismes privés ou mises à disposition pour des organismes publics.
Comment projeter le climat futur? Tout le travail de Bioclimsol s'est basé sur le travail à partir des données DRIAS. DRIAS est le portail du climat futur construit par Météo France. La question, après nos échanges avec Météo France qu'on s'est posé, était de dire mais que se passe-t-il si on prend plus 1 degré, plus 2 degrés à l'échelle de territoire français? La question n'est pas, notre objectif au niveau forestier, puisqu'on se positionne sur un long terme de production, n'est pas de savoir quand va se produire le plus 1 ou le plus 2 degrés, mais de se dire qu'est-ce qui se passe en termes climatiques si on prend le plus 1 ou le plus 2 degrés. Donc, à partir des données du portail d'ERIAS, sur 45 territoires symbolisés en bas à droite par les points et les ronds qui les entourent, sur 45 territoires, nous avons été rechercher les données climatiques d'ERIAS et les télécharger au climat présent et futur jusqu'en 2100. Sur chaque point, nous avons prélevé l'ensemble des données climatiques dans un rayon de 30 km. Les points n'ont pas été répartis de manière aléatoire. Nous avons stratifié nos échantillonnages en fonction du type de climat. Le type de climat a été défini à partir de l'étude de Joly et al. En 2010. Le type de climat est représenté sur la figure en bas à gauche. On peut voir ainsi les climats de type océanique en vert, les climats de plus en plus continentaux en bleu ciel quand on va vers l'est de la France. Ensuite, troisième grand type de climat structurant les climats en France, les climats de type méditerranéen en rouge. Et enfin, les climats de type montagnard en bleu foncé. Les autres types de climats sont des climats de transition. Le climat de type océanique se caractérise par des faibles oscillations en termes de température entre l'hiver et l'été, faible risque de gel. Les climats continentaux sont un peu à l'antipode du climat océanique, c'est-à-dire plus forte température en été et plus forte gelée en hiver. Donc des oscillations, des amplitudes thermiques plus marquées. Les climats de type méditerranéen se caractérisent par une distribution aléatoire des pluviométries durant les mois de l'année, notamment avec des forts épisodes sévenols, des fortes précipitations à la fin de l'été, début d'automne et au début du printemps, et puis un fort déficit hydrique, donc très peu de pluie et des fortes températures en été. Enfin, le climat montagnard se caractérise plutôt par des températures fraîches, des fortes pluviométries et des risques de gelée assez importants. L'ensemble des points a donc été, ces 45 points, ont été répartis au prorata, c'est-à-dire à la proportion de chaque type de climat couvert en France. Le premier travail était de dire, mais quand va-t-on gagner par rapport à la moyenne 1961-90 le plus 1 degré et le plus 2 degrés? Pour ce faire, nous avons regardé dans les différentes régions de France et en moyenne, comme on peut le lire, le plus 1 degré sera gagné en moyenne à 2015 par rapport à cette référence 61-90. Et donc au plus tôt et au plus tard en 2045. Donc ce qui veut dire que le plus 1 degré dans Bioclimsol se situe dans une fourchette entre 2015 et 2045. Pour le plus de degrés, quand on regarde les données, le début et la fin, selon les différents modèles, les différents scénarios climatiques, nous avons comparé les différents scénarios, les différents modèles d'Andreas, ça commence en 2045 et au plus tôt, et ça finit en 2075. Ça veut dire que dans Bioclimsol, le plus 1 degré correspond à une fourchette de 2015 à 2045, et le plus 2 degrés à une fourchette de 2045 à 2075 en termes de temps. En ayant téléchargé l'ensemble des données, nous avons pu voir comment se ventilait, quel était l'impact du plus 1 degré sur des paramètres climatiques comme le risque de gel, comme le déficit hydrique, les risques de canicule. C'est ce que nous avons représenté par le TX68, ça c'est les températures maximales, le TN la température minimale, TM1 c'est la température moyenne,
L'ETP, nous avons pris l'évapotranspiration potentielle de Turc et nous regardons sur différentes périodes. Le constat, c'est qu'à partir des données d'RIAS, les modèles ne convergent pas en termes de pluviométrie. Certains modèles disent qu'il va pleuvoir, d'autres plus, d'autres disent qu'il va avoir une chute des pluviométries. Donc il n'y a pas de tendance générale qui se sont dégagées. L'hypothèse prise, c'est que les pluviométries restent constantes dans Bioclimsol. L'autre partie qui était importante, c'était de regarder ce qui s'y passe en termes de TP, comme on vient de le dire, de température minimale, température maximale. Il n'y a pas eu de tendance possible de dégager de tendance à la spécialisation par les méthodes de grigeage en termes d'évolution des températures. C'est pourquoi nous avons pris le parti dans Bioclimsol d'augmenter les températures moyennes, minimales et absolues de 1 degré lorsque la température augmentait de 1 degré et de 2 degrés lorsqu'elle augmentait de 2 degrés. Nous avons, à partir de ces données climatiques, travaillé aussi sur la récurrence des déficits hydriques climatiques les plus marqués. Dernière donnée qui est excessivement importante liée au sol, c'est le réservoir utile en eau. Nous parlons bien ici du réservoir car il s'agit de définir la taille et la quantité d'eau maximale que peut contenir le réservoir et non pas la façon dont il est rempli. On ne parle pas de la réserve, on parle bien ici du réservoir. Pour ce faire, nous avons eu différentes études pour mesurer le réservoir utile maximal en eau et dans les différentes études, nous avons deux grandes études, une qui s'est déroulée sur 56 fosses dans le projet Chénet Atlantique et la deuxième étude dans un projet Forecast financé par l'Europe sur Douglas en Occitanie. Pour estimer le réservoir utile en eau maximal, nous avons travaillé sur des fosses profondes qui ont été creusées au tractopelle. C'est pour ça qu'ici, sur l'image de gauche, vous voyez bien un réservoir utile en eau total d'environ 4 mètres de profondeur, parce qu'on a été jusque où pouvait creuser le tractopelle. On comprend à cette image que ça peut être très compliqué, lorsqu'on travaille avec des outils classiques type tarière ou pioche, de mesurer le réservoir utile en eau. Alors, un des problèmes, c'est justement comment mesurer ce réservoir utile profond avec la pioche à la tarière, puisqu'on comprend que la pioche à la tarière présente forcément un biais dans la mesure du réservoir utile maximal. Le premier problème, c'est que la profondeur du sondage avec la tarière et la pioche va varier en fonction des conditions de terrain. Plus il y a d'éléments grossiers, plus la tarière ne va pas pouvoir s'enfoncer profondément. Plus on va aller en été et qu'il fait sec, selon la texture, moins on pourra aller profondément. Et puis, les opérateurs n'ont pas tous la même persévérance et la même force, on comprend qu'il peut y avoir un biais lié à l'opérateur qui peut mesurer différemment le réservoir utile en eau. Le gros biais dans l'estimation des réservoirs utiles en eau est la richesse, la quantité d'éléments grossiers qui peut empêcher la tarière de pénétrer dans le sol. Plus il y a d'éléments grossiers, plus le réservoir utile en eau, estimé à la tarière, est faible. Et pourtant, malgré des sols très superficiels, en apparence, on comprend très vite sur le terrain qu'on peut avoir des arbres très poussants et des peuplements de très belle fertilité. C'est ce qu'on a voulu montrer par cette image à droite, où malgré qu'on soit sur un tas de cailloux, si on peut s'exprimer comme ça, les arbres peuvent encore pousser. Une très belle étude présentant cette problématique d'estimation du réservoir utile est l'étude de Richard en 2011, qui a montré qu'il était très difficile de spatialiser le réservoir utile en pioche tarière, puisque dans des espaces très proches, liés à cette problématique d'estimation du réservoir liée à la quantité d'éléments grossiers, on peut arriver à des réserves utiles qui varient du simple au triple ou au quadruple sur des espaces très proches de l'ordre de quelques dizaines de mètres.
Voici un exemple dans l'étude Douglas où on voit très bien que le réservoir utile maximal que nous avons estimé au tractopelle, il faut dire que le terme même réservoir utile maximal est entre guillemets galvaudé, puisque la profondeur maximale où on a pu aller avec le tractopelle, à cette profondeur, il y a encore des racines de Douglas, ce qui veut dire que très probablement, pour ce cas-là, les racines de Douglas allaient encore plus profondément. Donc c'est un vrai problème d'estimer le réservoir tel qu'on le fait classiquement. À gauche en haut, vous voyez quelqu'un qui est en train d'estimer le réservoir utile en eau, et on voit très bien qu'il a pu enfoncer sa arrière au maximum de moitié. Donc ça veut dire d'environ 50-60 cm de profondeur. On voit très bien la difficulté d'estimer un réservoir avec une pioche et une tarière en le comparant avec un réservoir maximal mesuré au tractopelle. Alors comment faire? Eh bien, dans les différentes études, notamment dans celle de Forecast sur le Douglas, cette étude a mis en corrélation différents réservoirs utiles avec la hauteur, donc la fertilité des peuplements, et le niveau de dépérissement. L'idée était de travailler à partir des données de sol et de faire un lien avec le pourcentage de tiges dépérissantes et la hauteur dominante. Au total, pas moins de près de 200 types de réserves utiles ont été calculées. Et celle qui s'est retrouvée comme étant la plus corrélée au dépérissement et à la mesure de la fertilité est une érue, un réservoir qu'on estime un réservoir plancher à 2 mètres de profondeur. Ce réservoir à 2 mètres de profondeur, on calcule la quantité d'eau disponible sur les 2 premiers mètres de profondeur, est le mieux corrélé à la hauteur dominante et au dépérissement. Cette érue plancher, c'est celle que nous voulons utiliser dans BioClimSol. Pour des raisons méthodologiques par rapport à la quantité de données à notre disposition, environ 4000, un peu plus de 4000 placettes aujourd'hui dans BioClimSol, nous avons toujours travaillé au départ avec des mesures tarière-pioche. Nous avons retenu, par compromis, une érue plancher à 1,50 m de profondeur. Cette érue plancher correspond au réservoir utile que nous utilisons dans BioClimSol. Toutes les données du réservoir utile mesurées dans BioClimSol sont calculées avec la fonction de la classe de pédotransfert de Jamaï. Alors, ce graphique-ci, un peu compliqué en apparence, est important. Il est d'abord important de préciser qu'il n'est valable que pour les sols non hydromorphes. Nous verrons comment nous tenir compte dans BioClimSol des sols hydromorphes. Il a été construit sur 100 fosses en Occitanie, sur les territoires du Haut-Languedoc. Donc, il a un territoire de construction. Dans ces territoires, nous avons surtout des sols bruns acides. Il y a eu quelques mesures sur des sols calcaires. Mais en l'occurrence, sur les sols calcaires, il n'est pas représentatif de tous les types de sols que nous pouvons y rencontrer. Dans ces sols bruns acides, il y a des sols granitiques, il y a des sols à base de roches de type schiste. Alors, que représente ce graphique? En nappe 6, vous avez le réservoir utile pioche tarière, mesuré classiquement avec la pioche tarière et la classe de pédotransfert de Jamaï. En ordonnée, vous avez la correction qui représente, sur les 100 fosses que nous avons mesurées, on a estimé le réservoir pioche tarière, classiquement. Ensuite, nous avons été faire 100 trous au tractopelle et nous avons mesuré le réservoir utile, et en l'occurrence le réservoir utile à 1,50 m de profondeur. Nous avons pu donc calculer la relation entre le rapport entre le réservoir utile à 1,50 m et le réservoir utile pioche tarière. Que montre ce graphique? Les points bleus
représente les 100 fosses creusées au tractopelle. On remarque de façon très logique que lorsque on enfonce totalement la tarière, c'est-à-dire qu'on l'enfonce jusqu'à 1,20 m de profondeur, on est environ sur les sols que nous avons rencontrés, à environ 160 mm de réservoir utile pioche tarière. À ce niveau-là, on remarque que le facteur de correction de la réserve utile à 1,50 m est quasiment nul, c'est-à-dire que le rapport RU 150 sur RU pioche tarière est de 1. Par contre, ce que montre la courbe, c'est que lorsque on mesure un réservoir utile pioche tarière de 40 mm, par rapport à la mesure qui a été faite sur les points de mesure sur les fameuses fosses creusées au tractopelle, on remarque que le réservoir utile pioche tarière est de le rapport réservoir utile 1,50 m sur RU pioche tarière est environ 2,3. Ça veut dire qu'en moyenne, sur ces sols-là, nous avons mesuré un réservoir utile à 1,50 m de 120 mm, 40 x 3. Cette équation qui présente un R carré assez satisfaisant de 0,6, sur cette étude, même en Occitanie, on est arrivé à des R carrés proches de 0,8 lorsqu'on a intégré la géologie, la pente, l'exposition, montre que le principal effet limitant pour mesurer la réserve utile avec la pioche tarière, c'est les éléments grossiers, les cailloux qui empêchent de pénétrer la tarière. Cette courbe de correction est la courbe que nous utilisons actuellement dans Bioclimsol pour corriger le réservoir utile à partir de la mesure pioche tarière pour passer au réservoir utile à 1,50 m. Même si cette courbe a été construite sur un territoire donné, donc en Occitanie, lorsque nous avons utilisé cette correction à l'échelle de toutes les données que nous avons pu récolter dans Bioclimsol à l'échelle de la France, ce facteur correctif a toujours permis de mieux intégrer l'effet du réservoir utile dans les modèles Bioclimsol, montrant à quel point cette stratégie de correction était pertinente. Nous avons donc vu les données climatiques, NORCLIS. Nous avons vu comment nous prenons en compte le climat futur, comment nous prenons en compte le sol, comment nous prenons en compte les facteurs de correction liés à la topographie, via les MNT. Voyons maintenant comment fonctionne l'outil. L'outil Bioclimsol a pour objectif de diagnostiquer le potentiel d'une station au regard du risque de dépérissement. La méthodologie, les équations telles que vous avez montrées, fonctionnent aussi très bien sur la fertilité. Bioclimsol peut être aussi utilisé pour un diagnostic des stations et des potentiels de croissance des stations si on l'adapte. Donc, il définit le risque de dépérissement, mais aussi, si on le veut, la fertilité d'une station, d'un peuplement, dans un contexte de climat présent ou futur. Ensuite, nous avons intégré, via son module de boisement, un panel d'essences qui peuvent être utilisées en termes de reboisement, en intégrant un module de climat, de niche climatique, d'indice de niche Bioclimsol, et d'exigence en termes de sol et des topographies. Bioclimsol permet un diagnostic sur le terrain à l'échelle de... Aujourd'hui, Bioclimsol, c'est deux grands modules. Le premier, c'est un module qu'on appelle indice Bioclimsol, qui mesure le niveau de risque de dépérissement qui va de 0 à 10 pour une station donnée. Ces modèles ont été construits pour 11 essences à l'échelle de la France et définissent donc un risque de dépérissement. Bioclimsol renvoie un indice de vigilance qui va de 0 à 10. Ce niveau de vigilance est standardisé, c'est-à-dire que pour quelle que soit l'essence, le risque de dépérissement est équivalent
pour chaque essence. Pour chaque niveau de vigilance, il y a un risque de dépérissement qui est commun pour les 11 essences étudiées. Pour chaque essence, bien sûr, nous avons aussi renvoyé un niveau de fiabilité du modèle, notamment par des taux d'erreur en bootstrap ou des calculs en AUC. L'autre grande spécificité, c'est que le protocole d'étude est toujours identiquement le même. Prenons par exemple l'exemple du Douglas. Le Douglas, depuis 2010, que nous avons lancé l'outil BioClimSol, a bénéficié de 367 placettes mesurées, que vous avez réparties ici sur le territoire français. Vous avez la date dans le tableau et le lieu où ça a été réalisé. 360 placettes, c'est pas mal, mais à l'échelle des territoires, c'est quand même pas énorme. C'est pour ça que dans BioClimSol actuellement, nous avons construit un seul modèle national et nous renvoyons pour chaque modèle la précision du modèle au niveau local. À l'échelle de la France, on voit que l'AUC moyenne du modèle est de 0,73. Le modèle est donc qualifié de bon sur ce critère de l'AUC. Vous verrez que par exemple, en Occitanie, où pas mal de points ont été mesurés, le modèle est qualifié quasiment de très bon puisque l'AUC est de 0,79. A l'inverse, en Ardèche, le modèle est qualifié de bon mais limite satisfaisant puisque l'AUC est de 0,7. Et ainsi de suite, donc vous avez pour chaque région d'étude la signification, la significativité en termes de fiabilité du modèle. Nous avons vu que l'indice BioClimSol renvoie donc un niveau de vigilance de 0 à 10. 1 à 3, le niveau de vigilance est modéré, il y a moins de risque de dépérissement. 4 à 7 non inclus, le niveau de vigilance est élevé, il y a plus de risque vraiment de dépérissement. Dans ces zones-là, quand on arrive à ce niveau de vigilance, lorsqu'on va passer en reboisement, s'il n'y a pas d'effet de compensation, il paraît évident que l'essence ne peut pas être plantée en peuplement pur et doit être à minima mélangée avec une autre essence. De 7 à 10, nous sommes en niveau de vigilance maximale avec un risque de dépérissement assez élevé. Tous les modèles sont construits à partir d'une technique statistique qui s'appelle la technique PLS-DA, et pour l'ensemble des critères, on relie le dépérissement avec les données climatiques présentes, les données de sol et de topographie. L'analyse statistique permet de définir les paramètres significatifs. En l'occurrence pour le Douglas, sont retenus des facteurs qui interviennent négativement, à savoir la pente et la récurrence des années à fort déficit hydrique, ce qui est assez logique. Interviennent positivement le P-TP, donc moins le déficit hydrique climatique durant l'été est important, moins le risque de dépérissement est élevé. Le P-TP représente la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Ici, en l'occurrence, ce qui a été retenu, qui est ressorti statistiquement comme significatif, c'est la période juin à août. Et enfin, intervient positivement le fameux réservoir utile à 1,50 m de profondeur. Donc, c'est-à-dire que plus la taille du réservoir est importante, moins il y a de risque de dépérissement, ce qui est assez logique. C'est un exemple de fonctionnement pour une essence. Nous avons pris ici l'exemple du Douglas. Vous avez compris que ces modèles existent pour 11 essences. Ces modèles sont en constante amélioration. L'idée est de récolter de plus en plus de données de placettes et de pouvoir améliorer les modèles, notamment ne pas faire qu'un modèle par exemple national, mais pouvoir faire des modèles régionaux lorsqu'il y aura suffisamment de placettes. Quand nous avons parlé du niveau de standardisation du dépérissement, voici le graphique qui représente cette standardisation. Explication. Lorsque le niveau de vigilance est de 0, il y a 0% de chance, donc il n'y aura normalement pas de risque d'observer le dépérissement. Qu'est-ce que le dépérissement? Nous avons retenu comme peuplement dépérissant la définition donnée par le DSF. Un peuplement est considéré comme dépérissant si au moins 20% des tiges dominantes ou codominantes
présente plus de 50% de perte foliaire ou de ramification. Ça veut dire que dans le protocole du DSF, lorsqu'on mesure 20 tiges dominantes ou codominantes, il faut au moins 4 tiges qui aient plus de 50% de perte foliaire ou de ramification pour être considérées comme dépérissants. En vigilance modérée, donc jusqu'à 3,5, nous avons 30% de risque de dépérissement. À vigilance 6,5, nous avons 60% de risque de dépérissement. C'est-à-dire que le modèle dit qu'en moyenne, il y a 60% des peuplements qui présentent un signe d'affaiblissement. En niveau de vigilance 10, il y en a quasiment 90. Cet indice est standardisé puisqu'on vous l'a dit, pour toutes les essences ayant un indice Bioklimsol, cette probabilité de dépérissement est identique quelle que soit l'essence. Exemple ici, sur les données que nous avons pour le Douglas, à partir de 367 placettes, nous voyons qu'en indice vigilance 1 et 2, nous avons sur les données, c'est des données réelles, hein, il n'y a pas de modélisation derrière, hein, sur les données réelles mesurées, nous avons environ 90% des peuplements qui sont sains. Lorsque nous allons en vigilance 7 et 8, nous voyons qu'en moyenne, nous avons 50% des peuplements qui sont dépérissants au sens DSF du terme. Nous voyons que les courbes commencent à chuter, donc le pourcentage de peuplement dépérissant commence à augmenter fortement à partir de l'indice de vigilance 4 et vers 7. Donc généralement, c'est pour ça, et sur l'ensemble des essences, c'est des courbes qui se ressemblent. Il y a des effets seuil qui s'expriment. Entre 0 et 3,5, vigilance modérée. Entre 4 et 7, le risque de dépérissement augmente fortement, donc vigilance élevée. Et entre 7 et 10, vigilance maximale. Ensuite, 11 essences, c'est bien. Mais dans un contexte de changement de climat, il faut des préconisations en termes de choix d'essence à replanter. C'est pour ça que nous avons construit un indice de niche d'adéquation climat-sol dans Bioklimsol. Pour les essences ne bénéficiant pas d'un indice Bioklimsol, pour les essences pour lesquelles nous n'avons pas réalisé d'études de dépérissement à l'échelle du territoire français, nous avons construit un indice de niche Bioklimsol. Cet indice de niche est construit d'abord sur des limites climatiques et ensuite sur des limites en termes de sol. Les limites climatiques sont définies en termes de température moyenne, température maximale absolue pour tenir compte, température minimale absolue, donc pour prendre en compte le risque de gel, température minimale moyenne, ça ce sont les axes qu'on définira sur le risque du froid. Sur le risque sécheresse-canicule, nous prenons les déficits hydriques climatiques exprimés par le P-TP et les températures maximales de juin à août. Ce modèle de niche Bioklimsol renvoie une probabilité que l'essence soit dans sa niche climatique. Ceci réalisé, si l'essence est dans sa niche climatique, on va regarder si les conditions de sol et de topographie sont réunies pour que l'essence puisse être réutilisée. Dans l'outil aujourd'hui, nous renvoyons une note qui va de 0 à 10 pour définir si l'essence est en adéquation stationnelle ou pas. 0, l'essence est parfaitement en adéquation climatique et de sol et de topographie. 10, l'essence ne peut être utilisée en reboisement. Il faut bien comprendre que ici nous avons utilisé une note de 0 à 10 qui correspond dans le fonctionnement de façon identique à l'indice Bioklimsol en termes d'affichage, mais l'indice n'est pas construit de la même façon. Nous sommes bien dans un indice de niche pour l'INB, et de l'autre côté, dans l'IBS, nous sommes bien dans un indice de dépérissement. L'affichage est le même, la méthodologie n'est pas du tout la même. Prenons le cas du pain maritime. Le cas du pain maritime, on aurait dû préciser ici provenance landaise. Nous avons un graphe radar qui exprime la niche climatique. Nous avons fait ces graphes radar pour une trentaine d'essences. Et chaque fois qu'il y aura des demandes ou de nouvelles essences qu'on voudrait retester, ce type de travail est réalisable assez facilement. La température minimale absolue référencée pour cette essence, c'est moins 20 degrés. Température moyenne annuelle exigée, environ 10 degrés.
le P-TP critique qui est défini soit, comme les autres données, sur la littérature ou sur l'aire de répartition. Le P-TP critique retenu, qui est affiché ici, c'est celui de juin-août, est de moins 380 mm. Température maximale de juin-août, c'est la moyenne trentenaire, 29 degrés maximal. À partir de ces indices température, déficit hydrique, nous pouvons construire un modèle de probabilité d'être en adéquation climatique. Ce qui est représenté par cette carte. 0 veut dire que la probabilité que le pain maritime soit dans sa niche climatique est de 0, donc il est complètement en dehors de sa niche climatique, il a l'adéquation climatique. 100%, ça veut dire que les conditions climatiques nécessaires à sa survie sont possibles dans cette zone verte. Ça ne veut pas dire que les conditions de sol sont favorables, hein, c'est que climatique. Le 0% ici est exprimé par des critères, selon des critères de gel. C'est principalement le froid qui présente cette limitation d'extension vers les climats continentaux ou montagnards de cette essence, le pain maritime. Une fois que nous avons construit ça, nous croisons cette donnée climatique avec des données de sol et de topographie. 6 grands critères ont été retenus pour définir si l'essence pouvait être utilisée en reboisement ou pas. La compacité du sol, le pH, le réservoir utile à 1,50 m, la présence d'hydromorphie, faible en classe 2 ou 3, très très forte en classe 4, et la présence de calcaire actif dans les 50 premiers centimètres de sol exprimée par l'effervescence au HCl. Pour chaque essence, nous avons une valeur qui définit si cette essence est sensible à un pH très faible, par exemple, ou à un pH très élevé, à l'effervescence, à l'hydromorphie, et ainsi de suite. Nous en avons traduit une note synthétique qui va donc de 0 à 10. Nous comprenons que comme nous avons les données climatiques, la niche climatique au temps présent, via les données à plus 1 et plus 2 degrés, nous pouvons projeter aussi la niche climatique de l'essence dans le futur. Ces données ont été validées par un groupe d'experts du CNPF, mais aussi du RMT, et bien sûr par la littérature scientifique. BioClimSol est un outil disponible en 3 formats d'usage. Le premier, pour un usage direct sur le terrain, est un format application type Android, disponible donc sur tablette ou smartphone. Le deuxième est un format de type R, sous le logiciel R et typiquement RStudio. Et le troisième format que nous allons voir est le format de type SIG, cartographie, typiquement sur des outils type QGIS. Donc 3 formats. Le format application est maintenant disponible grâce au projet européen Life Forecast. Cette application est donc utilisable directement sur le terrain et embarque l'ensemble des modèles pour un diagnostic au pied des arbres en réalisant notamment sur le terrain des diagnostics indispensables type estimation des réservoirs utiles, niveau de dépérissement et ainsi de suite. Ce niveau est donc indispensable pour prendre des décisions à l'échelle des parcelles puisqu'il intègre des données précises sur le terrain. Le second format que nous allons voir tout de suite après, le format qu'on appellera type aménagement, c'est le format type SIG sous QGIS. Il permet d'avoir à disposition des cartes de vigilance à une plus grande échelle et de prendre donc des décisions en termes d'aménagement sur la gestion d'un territoire. Mais il n'embarque pas donc des données indispensables à prendre sur le terrain, évidemment, typiquement par exemple le réservoir utile en eau. Le troisième format est un format de type, on va dire, expert. C'est le format sous le logiciel R et RStudio en particulier. Il permet aux experts de se familiariser aux outils et surtout, l'avantage c'est qu'on peut rentrer dans le moteur de l'outil et modifier certains paramètres si nécessaire pour s'adapter à des conditions locales par exemple ou faire évoluer l'outil. Pour
une sortie de l'outil sous la version R ou l'application, nous vous invitons à vous rendre sur le lien ici en bas à droite qui vous permettra donc de voir un exemple concret d'usage de l'outil sur une parcelle forestière. Concernant l'usage de type SIG, comme on l'a vu, l'équation du risque de dépérissement est associée à un indice BioClimSol qui définit un niveau de vigilance. Cet indice est construit en intégrant des facteurs climatiques, des facteurs topographiques, des facteurs de sol qui permettent de définir une probabilité de présence de dépérissement. Si on fixe certains paramètres comme le réservoir utile en eau, puisqu'il n'est pas disponible en cartographie, on peut tracer des cartes à une résolution assez fine. Par exemple, vous avez ici la carte de vigilance du pin sylvestre au climat actuel. Vous voyez que cette carte se décline en 3 couleurs, les 3 couleurs classiques de BioClimSol. Le vert, niveau de vigilance modéré, faible risque de présence de dépérissement. Le jaune vers l'orange est un niveau de vigilance élevé. Et le brun foncé est le niveau de vigilance maximal. Il se rencontre plutôt en région PACA. La résolution de la carte est assez fine et permet déjà de voir les zones où il y aurait des problèmes pour cette essence. Toutefois, il ne faut pas oublier que c'est une cartographie, qu'elle n'est qu'une représentation schématique de la réalité, surtout qu'elle n'intègre pas certains facteurs compensateurs du milieu qui ne peuvent être mesurés que sur le terrain. Donc ces cartes sont un outil d'aide précieux, mais qu'il faut savoir utiliser avec une certaine connaissance et qui nécessite donc une formation. Simplement pour vous montrer, pour ce modèle qui a été calé en PACA, la relation entre le taux de défoliation pour le pin sylvestre, qui comprend la défoliation et en particulier pour le pin sylvestre la microphilie, c'est le fait que la taille des aiguilles peut se raccourcir avec les effets de stress en fonction du niveau de vigilance BioClimSol. On voit que la relation est assez fiable puisque le taux de défoliation relié au niveau de vigilance BioClimSol a un R carré de 0,73, montrant quelque part une certaine fiabilité du modèle. Ensuite, c'est un autre exemple, dans le cadre d'un projet PUI Douglas financé par l'Europe, nous pouvons définir des cartes de niveau de vigilance pour le Douglas. Alors, comment se lit ce tableau? En haut sur la première ligne, vous avez le niveau de vigilance pour le Douglas au climat actuel. Niveau de vigilance, 3 couleurs, classique, vert, vigilance modérée, jaune, vigilance élevée, rouge, vigilance maximale. En bas, vous avez la même carte retracée pour un climat en simulant le climat à plus 2 degrés Celsius. Et enfin, selon les colonnes, vous avez 3 classes de réservoirs utiles. Un réservoir utile à 1,50 m faible, environ 70 à 100 mm, un réservoir utile moyen aux alentours de 120-140 mm de réservoir utile à 1,50 m et une réserve utile moyenne forte, réservoir utile à 1,50 m supérieur à 150 mm. On peut ainsi voir que selon le réservoir utile et selon la période climatique envisagée, le Douglas sera plus ou moins en difficulté. Il faut faire attention dans l'usage des cartes, c'est ce qu'on vous disait, il faut regarder aussi à l'effet du zoom. Nous avons une carte qui était aux 75 mètres, lorsque nous commençons à zoomer, nous sommes ici dans un cas particulier, on a zoomé sur la région en Occitanie, sur le Haut-Languedoc et plus précisément vers la Salvetat, et nous voyons que quand on commence à regarder le réservoir utile faible en bas à gauche à un climat plus de degrés, on voit que quasiment tout est en vigilance élevée, voire maximale. Par contre, on voit très bien sur la même ligne, en bas à droite, si on a une réserve utile plutôt élevée, un réservoir utile plutôt élevé, on a encore des zones vertes qui se dégagent. Attention donc à l'effet de zoom, attention à l'usage de ces cartes qui nécessitent toujours de se rendre sur le terrain. Il ne faut pas perdre la réalité de terrain et toujours se rendre sur le terrain. Elle permet de dégrossir la situation et à ce titre sont un avantage.
le désavantage, on se répète, mais c'est surtout le risque de ne pas retourner sur le terrain et de prendre des décisions sans avoir rencontré le peuplement en réalité. Nous rappelons, et c'est important, qu'à chaque niveau de vigilance, qu'à chaque type d'état sanitaire de peuplement rencontré, en fonction de la dendrométrie du peuplement, Bioclimsol associe des recommandations sylvicoles. Voici le même type de carte pour le châtaignier commun. Le châtaignier, vous voyez que la carte est tranchée en deux. Pourquoi? Parce que ce modèle est le modèle du risque de dépérissement du châtaignier en zone océanique. Ce modèle prend en compte le risque lié à des facteurs type pathogènes comme l'encre et qui sont favorisés dans les climats plutôt chauds en hiver, où il n'y a pas de très très forte gelée. On constate que pour tenir compte de l'effet de l'encre, on a pris en compte l'hydromorphie et en particulier la texture, la présence de textures de type texture limon argileuse qui sont des textures plus lourdes et qui peuvent entraîner plus de risques avec l'encre. Vous avez de nouveau, pour ce type d'outil, une carte au climat actuel en station plutôt à texture plutôt grossière type sable ou voire sablo-limoneux. Ça c'est la droite, et à gauche du tableau, dans la colonne en rouge, vous avez plutôt les textures lourdes de type limon ou limoneux argileuse. Et vous avez la fluctuation du risque en fonction de l'évolution du climat. Donc de nouveau, on le répète, cartographie, simplification de la réalité, nécessité d'aller sur le terrain. Mais enfin, on voit tout de même que le châtaignier dans un contexte lié à l'encre, si on a des textures lourdes, peut être en très grande difficulté s'il y a de la présence de l'encre. Enfin, dernière carte que nous présentons, c'est la carte de risque qu'un peuplement soit affecté par du scolite, en l'occurrence ici pour l'année 2003 et uniquement pour l'année 2003. Présence de scolite sur l'épicéa commun et vous avez les niveaux de vigilance. Dans le cadre d'un projet européen RegioWood, nous sommes en train de mettre cette carte à niveau puisque vous savez que depuis 2018, les pessières ont été fortement affectées, notamment dans la moitié nord de la France, mais pas que. Et donc ce modèle est en train d'évoluer pour prendre en compte justement ces dernières entre guillemets péripéties climatiques. De nouveau, on comprend tout l'intérêt de ce type de carte où on a un zonage des zones à risque pour l'épicéa, et de nouveau, on comprend que c'est une simplification de la réalité qui permet donc de prévoir les zones où il y a plus de risques, mais qui nécessite toujours de se rendre sur le terrain. Alors, Bioclimsol, on l'a vu, ces différents outils mis à disposition. On a vu la version ici plus largement SIG. Vous avez une présentation détaillée de l'application, une présentation détaillée de l'outil sous R. Vous avez des documents de référence que vous pouvez trouver sur le site Forêt Privée. Vous avez donc des vidéos, vous pouvez aussi trouver des articles de type recherche sur le moteur ResearchGate en tapant le mot-clé Bioclimsol. Au terme de cette Bioclimsol, c'est d'abord une aventure qui dure maintenant depuis 10 ans et qui a permis de multiplier un très grand nombre d'études, plus de 35 études aujourd'hui à l'échelle du territoire français, et qui ont permis de construire cet outil. Vous l'avez compris au regard de cette présentation, Bioclimsol c'est un outil technique qui nécessite des formations et qui en nécessitera ultérieurement parce que c'est un outil qui sera constamment mis à jour. Il est là pour aider le gestionnaire à prendre en compte le risque et en particulier les risques liés aux évolutions climatiques futures et d'essayer d'atténuer les effets ainsi du changement climatique. Au terme de cette présentation, au jour où l'outil commence à sortir et va être diffusé, nous tenons à remercier tous nos partenaires, en particulier et en premier lieu les financeurs. Nous pensons à l'État, à la communauté européenne, mais nous n'oublions pas les très nombreuses collectivités locales, comme les régions, les départements, des communautés de communes qui nous ont fait confiance.
Nous remercions aussi en particulier tous les organismes de recherche qui ont collaboré à construire cet outil commun. Et enfin, nous tenons aussi à remercier Météo France pour la mise à disposition de données météo qui ont permis la naissance de l'outil. À très bientôt, un grand merci.